cette transmission à d'autres salles et apparemment l'ordinateur s'était déconnecté du réseau. Donc voilà, on a dû faire un reset. Ok. Donc, on était arrivé à la maîtrise des risques. On avait vu la réglementation. Il y a encore un point de réglementation qu'on perd parfois de vue et qui est quand même quelque chose de très important. C'est la conservation des données. Moi, je suis toujours perplexe de voir quand un patient arrive typiquement dans un hôpital, dans beaucoup de pays, en Afrique subsaharienne, on a tellement difficile de trouver la fiche ou le dossier du patient qu'on fait même plus l'effort de chercher et on recommence une nouvelle fiche. Et chaque fois que le patient y arrive, c'est comme si on commence à partir de zéro, on a un nouveau patient. C'est aberrant, hein, parce que connaître les antécédents, connaître l'historique d'un patient, c'est super important. Et faire confiance à ce que le patient, il a encore en tête de sa propre historique, bonne chance. Hein. C'est, bon, les gens ont une certaine impression, il y a certains événements qui restent, mais ce sera de toute façon pas une vraie historique médicale. Hein. Ce sera plutôt une historique de vécu. Et pourtant, un dossier patient, bon, ça dépend un peu du pays, mais dans la majorité des pays, enfin, je parle ici peut-être un peu pour l'Europe, on a l'obligation de tenir un dossier patient physique ou électronique, mais donc un dossier patient, et le conserver encore pendant 30 ans après le décès du patient. Ici, même quand le patient est en vie, souvent on n'a même plus de dossier du patient. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est cette conservation. C'est d'être sûr, si on va stocker le dossier du patient quelque part, qu'on va pas seulement pouvoir le retrouver, mais qu'il va être conservé dans des conditions où on a une certaine garantie qui va pas être mangé par les rats ou les souris, qui va pas être détruit par la pluie, et ainsi de suite. Bon, avec un dossier électronique qui sera probablement pas mangé par les rats et les souris, mais on peut également avoir des risques de conservation. Si je vais conserver mes dossiers sur une clé USB, bah, si j'ai un virus, si la clé USB ne fonctionne plus très bien, etc., je n'ai plus de dossier. Donc je vais devoir mettre en place des mesures de conservation des données pour être sûr, quand j'aurai besoin de ces données, que je vais avoir accès, que ces données vont encore exister et que je vais pouvoir les retrouver. Si on ne fait pas ça, on peut avoir des gros dégâts. Et on a beau expliquer, mais le nombre d'hôpitaux que je connais qui m'ont contacté pour dire oui, le serveur a eu un choc à cause de la foudre et ouais, on n'a pas de backup, on n'a pas. Donc ce sont des choses à prendre en compte, à mettre dans le projet de gestion de données. Ce n'est pas quelque chose de forcément de technologique, ce sont des mesures de précaution qu'il faut prendre. C'est très important, ça paraît banal, mais c'est un des points qu'on oublie trop souvent. Et donc typiquement, quand on travaille avec des systèmes de gestion d'information qui sont des systèmes locaux, qui sont des systèmes offline, il faut être sûr qu'on a des moyens pour copier des données, pour sauvegarder des données sur un autre support. L'idéal, c'est de pouvoir synchroniser ou stocker les données de temps en temps vers un système de stockage cloud ou sur Internet, où on est sûr qu'on va sauvegarder les données à un endroit physiquement différent de l'endroit où on conserve. Parce que si on a un ordinateur et on a encore un disque dur qui est connecté à l'ordinateur, bah, s'il y a un incendie, bah, les deux vont partir dans l'incendie. On n'a rien conservé. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir le faire aussi à un endroit physiquement différent de l'endroit où on génère les données.
Partie réglementaire. La perte de données va au-delà d'une mauvaise conservation, au-delà d'un backup. Si je prends de nouveau, comme vous êtes médecin, je vais souvent prendre des exemples avec des patients. J'ai un patient pour lequel je fais une intervention chirurgicale. J'enregistre un rapport de l'intervention. Voilà, telle heure, j'ai fait telle incision, on a coupé telle et telle couche, voilà, on a trouvé telle structure. Et puis après, il y a un assistant qui doit compléter quelques informations qui ont déjà été enregistrées par les chirurgiens. Et l'assistant, il prend la même fiche et il fait pas attention. Il efface les données qui sont déjà enregistrées par les chirurgiens et il va mettre autre chose. Et il sauvegarde. Si le système est mal conçu, même si tout fonctionne correctement, je vais avoir une perte de données. Parce que ce qui avait déjà été enregistré a été remplacé par quelque chose d'autre. Donc, il faut garder en tête que dans ce cas de figure, il faut faire attention et garder également les différentes versions d'une information qui ont été enregistrées. Peut-être un peu moins important pour les soins du patient, mais d'un point de vue médico-légal, ça peut être super important. Alors, on a déjà été consulté quelquefois par les tribunaux en cas d'erreur médicale où on a dit oui ben voilà il y avait telle information dans le dossier médical, est-ce que effectivement ça a toujours été cette information? Dans un bon système de gestion de dossiers patients, chaque modification est gardée dans l'historique et on peut aller consulter pour voir s'il n'y avait pas des versions antérieures et qui ont été vite modifiées par quelqu'un parce qu'il a su qu'il a fait une gaffe et il veut cacher les informations. Donc, si mon objectif c'est de garder une source qui tient la route d'un point de vue médico-légal, je vais devoir également garder cette information historique. Ça va gonfler les bases de données, mais je vais quand même devoir le faire. Ça dépend de nouveau de l'objectif. Si l'objectif n'a pas de conséquences, ou si avec la modification d'informations, il n'y a pas vraiment de vraies conséquences médico-légales, par exemple, je tape un message WhatsApp. Au milieu de mon message, je dis « Ah non, qu'est-ce que j'écris là ?» J'efface et j'envoie un autre message. Je ne dois pas conserver ce que j'avais, la gaffe que j'avais fait et puis j'ai effacé. Parce que là, ma communication WhatsApp n'est pas un contexte où je devrais le faire. Si je suis dans un contexte d'un dossier patient, si je suis dans un contexte de gérer mon compte bancaire électronique, je veux que toutes ces modifications, toutes ces opérations qui ont été erronées, que ce soit conservé, que je puisse encore les consulter par après. Un autre risque, c'est les incohérences. C'est là que ça devient très important d'avoir des bases de données maîtres ou des sources de bases de données maîtres. Je vous donne l'exemple, quelque chose qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Le ministre de la Santé du Burundi était à l'Assemblée générale de l'OMS à Genève et présentait des résultats du pays qui venaient, enfin les informations venaient du DHIS2. Donc c'était sa source d'information. Et puis il y a un délégué d'un autre pays qui se lève dans la salle et qui dit « Oui, mais je suis allé voir sur le site officiel d'un de vos programmes de santé et là ça dit autre chose, c'est pas ce que vous montrez ici. » Hyper gênant. Hein? C'est gênant pour le ministre. Et c'est la conséquence d'avoir plusieurs sources qui sont reconnues par le ministère comme des sources maîtres. Le ministère dit, oui, mais ce programme-là, c'est notre programme, ce sont des données qu'on met sur Internet, et puis il y a une autre source où on met d'autres données. C'est très important d'un point de vue
réglementaire, et ici c'est un cadre réglementaire, évidemment, si un pays va présenter des statistiques officielles du pays, si dans un cadre réglementaire, on veut éviter les incohérences entre les différentes données. Donc il faut dire, voilà, c'est ça la source maître. Tout le monde qui veut utiliser des données statistiques par rapport, bon là c'était le VIH, mais ça peut être n'importe quelle pathologie, il faut se référer à telle source maître et ne pas avoir des incohérences entre les données. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est que, par exemple, on a un patient qui va dans un cabinet chez un médecin privé, qui se fait soigner, et il a eu un problème, dit quelque chose, il avait un abdomen aigu, il a été hospitalisé, il revient, il a encore des brides, il a encore des problèmes ou c'est une femme. Ok, on enregistre cette pathologie. Et puis le patient, quelques jours plus tard, il se sent pas bien, va pas chez ce médecin parce qu'il n'est pas de garde, il va chez un médecin de garde. Le médecin de garde, il va également enregistrer des informations et il va enregistrer en fait des informations qui sont légèrement différentes. Parce que lui, il n'est pas dans le système du premier médecin, hein, il est dans son propre système. À la fin du mois, bon, ici c'est peut-être un mauvais exemple parce que je ne sais pas si les privés rapportent dans le DHIS2, mais il y a des pays où c'est le cas. Les deux vont devoir rapporter sur ce qu'ils ont vu, sur les activités de leur formation sanitaire. L'un va rapporter une pathologie pour ce patient, l'autre va rapporter une autre pathologie pour le même patient. On va avoir deux fois l'information par rapport à la même maladie, parce que le patient est deux fois venu pour la même chose, par rapport à la même maladie et des informations différentes qui ont été rapportées. C'est une incohérence. Donc si on n'a pas de communication entre ces professionnels de santé, on risque d'avoir des incohérences. Très difficile à éviter, hein, mais dans certains contextes, on peut l'éviter. Par exemple, dans un hôpital, au lieu d'avoir un dossier médical de l'ophtalmologie, un dossier médical de chirurgie, un dossier médical de médecine à la tête, c'est d'avoir un dossier holistique pour l'hôpital, un dossier hospitalier qui contient toutes les informations du patient. Comme ça, si le patient se présente chez un autre médecin dans la même structure, il va consulter le même dossier et il ne va pas enregistrer quelque chose où il y a beaucoup moins de risques d'enregistrer quelque chose qui est en conflit ou qui est incohérent avec ce qui existe déjà dans le dossier. Donc ce sont des options à prendre pour la gestion des données. De dire, voilà, on garde un seul dossier à l'hôpital. Et bon, est-ce que vous avez tous travaillé dans la clinique, dans les hôpitaux ou... Oui. Donc vous savez que dans pas mal d'hôpitaux, on a encore un dossier par service. Un patient peut avoir 4, 5 différents dossiers dans l'hôpital. C'est parfois, ou c'est souvent, un des premiers éléments révolutionnaires qu'on a introduit avec la digitalisation dans les structures de soins. C'est de dire, voilà, maintenant, vous allez avoir un seul dossier. Tout ce qui se fait pour le patient, tout est lié à un même identifiant du patient, peu importe où le patient y va, vous allez pouvoir consulter ces informations à condition que vous ayez des droits d'accès, évidemment. Et donc, ces incohérences, les exemples que je vous ai montrés, ça peut être des incohérences techniques. Par exemple, dans une structure, on va enregistrer des diagnostics sur base de la classification CIM-10. Vous connaissez la CIM-10, hein, classification de l'OMS. Une longue liste de diagnostics. Dans un autre service, on va enregistrer des diagnostics en texte libre. On tape simplement le diagnostic. Les deux doivent être rapportés, mais c'est impossible de savoir que celui qui a tapé en texte libre veut dire la même chose que celui qui a tapé un code CIM-10. C'est une incohérence
technique. Donc il faut dire, voilà, si on enregistre un diagnostic, on va tous le faire de la même façon, tous en signe 10 ou avec une autre classification. Ça c'est technique. Sémantique, ça peut être différent. Je peux enregistrer la même information, mais une information qui a d'autres contraintes. Par exemple, moi j'enregistre un dossier, un patient qui doit être inclus dans une étude clinique. Quand on fait une étude clinique, on va dire, voilà, les patients qui ont tel diagnostic, pour pouvoir poser ces diagnostics et l'inclure dans l'étude clinique, il faut répondre à tel et tel et tel et tel et tel critère. Je peux avoir le même code de diagnostic dans un autre dossier, mais où c'était un médecin traitant qui veut soigner simplement un patient. Ce n'est pas dans le cadre d'une étude clinique. Les deux codes SIM10 vont être les mêmes. C'est exactement les mêmes codes. Mais ils ont un autre sens. Parce que, dans un cas, c'est lié à des critères d'inclusion pour une étude clinique. Dans l'autre cas, c'est pour soigner le patient. Donc, le même code n'a en fait pas la même signification. Et donc là, c'est également une incohérence qui peut exister. Parce que là où il y avait le médecin traitant qui avait enregistré le code SIM10, ben, ça peut pas être transféré ou pas être considéré la même chose que pour l'étude clinique parce que on n'avait pas les critères d'inclusion ou pas les mêmes critères d'inclusion. Alors, maîtriser les risques avec certaines méthodes de protection. Donc, ici, on sait que tous ces risques existent. Alors, comment on peut remédier? Comment on peut limiter ce genre de risque? Premièrement, il est important de tracer toute manipulation de données. Bon, évidemment, il faut savoir que quelque chose a été créé. Ça, toutes les applications le font. Mais il faut savoir que quelque chose a été modifié. Il faut avoir la version antérieure et la nouvelle version, savoir à quel moment, qui a fait quelle modification. Important à savoir. Même plus loin, savoir qui a consulté quelle information, qui a vu quelle information. Par exemple, chez moi, en Belgique, si un médecin a consulté des informations sensibles d'un patient, qui n'est pas son patient, c'est une raison pour le mettre à la porte. Directement. On n'hésite pas très longtemps. On va aller dans un dossier patient qui est un patient qu'il faut soigner. Il faut avoir une raison, une bonne motivation pour aller consulter la donnée. Et pas parce que c'est un superstar qui a été hospitalisé dans l'hôpital et ça m'intéresse quand même de savoir de quoi il souffre. Ce qui est une réalité en Afrique. Si dans un hôpital, il y a un député ou il y a un ministre qui va être hospitalisé, il y a des gens qui vont vouloir savoir, mais tiens, c'est quoi ça? Il souffre de quoi? Il faut avoir des mesures en place pour savoir qui a consulté quelle information. Jamais permettre d'effacer des données. Ça a des conséquences techniques, il faut avoir de l'espace disque, etc. Rien ne s'efface. Si on veut effacer quelque chose, s'il y a une erreur, il faut pouvoir enlever cette information erronée, mais on cache l'information. On va la mettre quelque part de côté, mais il faut savoir qu'est-ce qui a été mis de côté, qu'est-ce qui a été caché, qu'est-ce qui a été effacé, sans que ça disparaisse. Très important. Bon, la protection de la confidentialité, typiquement, on va protéger l'accès aux données en fonction d'un rôle que quelqu'un joue dans une structure de soins. Un médecin, il va avoir accès aux données cliniques. Il va pouvoir voir que le patient, il a payé. Parce que sinon, il peut peut-être pas faire la consultation. Mais il ne va pas avoir des droits pour faire la perception. Il ne va pas pouvoir recevoir de l'argent. Ça, c'est le rôle du caissier. Il va, par exemple, pas pouvoir modifier le contenu qu'un autre médecin a enregistré. Il va pouvoir modifier son propre contenu, et ainsi de suite. Donc,
cette protection de la confidentialité, c'est d'être sûr que celui qui a accès aux informations est censé d'avoir accès aux informations et pas avoir, par exemple, un compte pour un service où tout le monde qui a le compte du service de gynécologie peut voir tout le contenu des dossiers gynécologiques. Non, il y a un compte individuel, médecin, infirmière, sage-femme, administratif, financier, caissier, etc. Donc typiquement, ce qui est conseillé, c'est de travailler avec des rôles. Donc chacun joue un rôle dans une structure administrative ou médicale et lié à ce rôle, il y a un certain nombre de droits d'accès pour l'utilisateur. Et puis le dernier point, qui est un point important aussi de maîtrise des risques ou de méthode de protection, c'est de contrôler les données avant et après une modification. Je vous donne un exemple. J'ai une consultation que j'ai enregistrée et pour faire cette consultation, il fallait payer une certaine somme. Alors, si le patient il a payé ça, j'enregistre ma consultation et puis je constate que non, ce que je viens de faire, c'est pas une simple consultation, c'est quelque chose de spécial. J'ai fait par exemple une consultation avec une échographie et dans mon hôpital, ça a un autre tarif. Je dis ok, je vais changer cette consultation, je vais en faire une consultation avec échographie. Mais ça veut dire que je vais tomber dans une autre catégorie tarifaire. Si je veux changer cette consultation, ça veut dire que je dois annuler le paiement pour la consultation précédente et pouvoir lier à un paiement pour la nouvelle consultation. Donc, le fait de changer cette consultation va avoir quelques dépendances. L'annulation du paiement antérieur et la création d'un nouveau paiement. Si un de ces éléments ne se réalise pas, parce que juste à ce moment-là, il y a une panne de courant, il y a autre chose, je ne sais pas, une erreur de disque, ça veut dire que les autres opérations ne devraient pas se réaliser non plus. Donc si j'ai changé cette consultation, mais la partie financière n'a pas suivi, le changement de la consultation ne devrait pas avoir eu lieu. Et donc, il y a une dépendance, on appelle ça une transaction. C'est un nombre d'opérations qui doivent être toutes exécutées ou bien rien du tout. Et si on arrive seulement au milieu de ces opérations et que le reste n'est pas exécuté, on doit faire marche arrière et de nouveau arriver à la case de départ. Pourquoi? Si on ne fait pas ça, on risque de nouveau d'avoir une incohérence de données. Je donne ici un exemple pour une incohérence financière, mais ça pourrait être également une incohérence médicale. Si je dis, voilà, je donne tel traitement, ça veut dire qu'il faut prescrire telle analyse médicale, analyse laboratoire pour suivre le traitement, etc. C'est une chaîne d'action. Si on arrive seulement au milieu, je dois faire un rollback, donc je dois retourner à la case de départ et avertir l'utilisateur, ça n'a pas été, il faut refaire. Au lieu de s'arrêter au milieu et puis avoir quelque chose de caduc, où on a seulement fait la moitié de données. Quelque chose qui est par exemple beaucoup plus clair, si je me suis trompé avec l'enregistrement administratif d'un patient. Ça va être peut-être plus facile à comprendre. J'ai inversé le nom et le prénom du patient. Je veux changer. Je change le prénom en... Donc, je prends l'ancien nom, je le mets dans le prénom, et je prends l'ancien prénom et je le mets dans le nom. Je dois faire ces deux opérations pour que ça tienne la route. Parce que si je fais seulement la première opération, et le reste, je ne le fais pas, je vais avoir deux prénoms. Je vais avoir perdu le nom du patient. Donc, si j'arrive pas à faire les deux modifications, ça veut dire que je retourne à la case de départ pour dire que ça n'a pas été. Il faut refaire.
Si tout a été fait, c'est bon. Donc ça, c'est cette logique transactionnelle. C'est quelque chose qui est important. Donc on va contrôler, on va marquer le point de départ, on sait où on veut arriver. Si après l'opération, on n'est pas arrivé au but, on retourne à la case de départ. Troisième principe de gestion de données, la mobilisation. J'avais déjà fait allusion à ça au début. C'est que une très grande partie des données sont jamais utilisées. Je me souviens encore, il y a déjà un bail, hein, ça fait déjà un bail, c'était en 2006, j'arrivais au CHU de Kigali, grand hôpital, un peu organisé quand même, et j'avais besoin de certaines informations par rapport aux activités de l'hôpital. Et puis on me dit, oui, mais il y a un monsieur là qui garde ça dans des facs, il est bien organisé, vous pouvez aller demander ça là. Bon, ça va. Je vais dans ce bureau, c'était un peu miraculeux, un local avec plein de fardes. Chaque mois même, il faisait des petites fardes, il avait les données, c'était nickel, j'ai jamais vu ça. Et je lui demande ces informations, il prend la farde, il me donne ces informations. Je me posais déjà la question, est-ce qu'il faut informatiser ici, parce que ce monsieur-là, il est déjà tellement organisé, hein, on va peut-être pas améliorer. Mais je lui demande, mais ça c'est fantastique que vous avez tout ça, vous faites ça depuis combien de temps? Bon, plus de 20 ans. Ok, impressionnant. Et qui utilise en fait, qui utilise ces données dans les facs? Ah, personne. Il n'y a jamais personne qui est venu demander quelque chose. Donc, il produisait des données, bonne qualité, avec de la valeur, mais ce n'était jamais utilisé. Et on pense parfois que en numérisant ce genre de données, que ça va changer. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand je vois les DHIS2, le pays, on installe les entrepôts de données, on met des données dedans, avec des beaux graphiques, etc. Mais le nombre de pays qui basent leur politique sanitaire sur ces données du DHIS2, je peux les compter sur 0 doigt. Il y a presque, à mon avis, il n'y a aucun pays qui se base sur ces données-là. S'ils veulent avoir des informations par rapport à une maladie, ils vont contacter le programme de santé ou ils vont faire une enquête avec l'OMS pour connaître la situation. Pourquoi est-ce qu'on produit ces données de routine alors? Donc on peut se poser cette question. Et donc c'est quelque chose de très important. On doit savoir pourquoi ces données ne sont pas utilisées. Comment on peut mobiliser les données? Comment on peut les rendre utiles? Et il y a différentes raisons. Une raison, c'est l'accès aux données. L'exemple du monsieur, là, il fallait déjà savoir que ce monsieur existait, qu'il avait ces données. Et il fallait y aller quand lui, il était là, au bureau. Quand j'étais dans une autre ville, au Rwanda, je n'avais pas accès à ces données. Je devais déjà me déplacer à Kigali. Donc, l'accessibilité, soit à travers des interfaces web avec des téléphones mobiles, des outils que les gens ont, il faut essayer de les faciliter ce genre d'accès. De préférence aussi avec des solutions qui sont dans le cloud, où on ne doit pas être dans l'un ou l'autre réseau, où on ne doit pas échanger des clés USB, mais où on peut accéder à ce genre de données facilement. C'est déjà un premier point qui est très important pour utiliser les données. Et puis, ça c'est quelque chose de très important, c'est de pouvoir présenter ces données sous une forme qui est digérable pour celui qui va utiliser les données. Si j'ai toutes les données des signes et des symptômes et des diagnostics d'un hôpital, et j'ai ça dans une longue liste, dans une grande matrice, je peux donner ça à un médecin, je vous garantis, il ne va rien faire avec. Toutes les informations sont là, mais il ne sait pas utiliser ça. C'est un énorme fichier avec toutes ces données, impossible. Mais si je vais présenter ça
sous forme de consultation avec des plaintes, des diagnostics, des traitements, etc. On va pouvoir faire quelque chose avec ça. Ce sont les mêmes données, mais on les a présentées sous une forme qui est facile à reconnaître par l'utilisateur final. Donc il faut rendre interprétables ces données. Typiquement ici, des graphiques peuvent déjà être un élément qui va rendre interprétables ces données. Il y a encore d'autres raisons, mais ça je laisse pour l'exercice. Quatrième principe de gestion de données, c'est que les données devraient toujours, les procédures de manipulation, création, modification, consultation des données, devraient toujours être optimalisées. On doit toujours chercher la voie avec la moindre résistance pour pouvoir gérer ces informations. Hyper important, essayons de réduire la charge de travail qui est liée à la manipulation, à la création, à la collecte de données, parce que c'est ça qui freine énormément. Quand je vois, j'étais il y a quelques années dans un centre de santé au Bas-Congo, et le centre de santé avait commencé à enregistrer des données pour le DHIS2 et pour les programmes de santé. Et on avait constaté que leurs données étaient de mauvaise qualité. On devait aller là-bas pour vérifier avec les dossiers locaux, est-ce que ce que vous rapportez là, ça colle avec la réalité. Finalement, c'était pas le cas, donc ça collait pas. Mais ce centre de santé, où il y avait un infirmier titulaire, une sage-femme et quelqu'un qui faisait le labo. Ils avaient, chaque mois, 44 registres à remplir et à compter pour le mois passé et à rapporter dans les différents programmes de santé et dans le DHIS2. Si on voulait faire ça, si on veut faire ça convenablement, c'est une personne pendant à peu près une semaine qui fait rien d'autre. Impossible. Si tu es à trois, un infirmier, une sage-femme et un laborantin, on ne peut pas dire, voilà, il y en a un qui ne bosse pas pendant une semaine parce que là, vous n'allez pas soigner les patients. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les programmes qui avaient le plus de sous, qui payaient mieux, là, ils avaient des données plus ou moins convenables. Le reste, on prenait le rapport du mois passé, on modifiait un petit peu pour que c'était pas trop oui, mais comme ça, et on rapportait promptitude fantastique, complétude fantastique, qualité zéro. Mais simplement parce que ça demande un travail fou qui n'a aucun retour sur l'investissement pour celui qui doit encoder ces données. On encode pour quelqu'un d'autre. Et finalement, il n'y a pas de retour sur l'investissement. Donc, il faut trouver des moyens pour déjà enlever les redondances. Parce qu'ils enregistraient des données dans les dossiers patients. Les dossiers patients n'étaient pas très mal tenus, mais ce n'étaient pas ces données-là qui étaient copiées dans les rapports. Ils ne faisaient pas l'effort de correctement compter et de rapporter. Si on aurait un système où on utilise simplement ce qui est enregistré de routine dans les dossiers patients, qu'on va extraire ces informations et envoyer dans un rapport, là, on va avoir des bonnes données. On va enlever la redondance. La meilleure façon de demander des rapports, pour avoir des rapports de qualité, c'est de ne pas demander de rapports. C'est d'utiliser les informations métiers qui sont déjà utilisés, qui sont enregistrés pour soigner les patients, et puis de les récupérer directement, sans encodage redondant. Il faut également, évidemment, pour optimiser, choisir la bonne source. On ne va pas demander au médecin d'enregistrer l'adresse et le numéro de téléphone et toute l'histoire administrative d'un patient. Ça se fait à un autre endroit, à l'hôpital. Et donc, on doit se partager le travail. Et on va faire confiance à celui qui est maître de cette information.
Si le caissier a enregistré quelque chose, on fait confiance à ce que lui, il soit le maître de cette information financière. C'est pas quelqu'un d'autre qui va modifier. La même chose pour la pharmacie, la même chose pour la réception. Et puis, la fédération, ça c'est donc mettre ensemble des systèmes de gestion et de lieux de stockage. Donc ça, typiquement, pour avoir une bonne gouvernance, c'est pas trop mal de ne pas avoir 4-5 serveurs éparpillés dans l'hôpital. C'est de centraliser tout et de gérer à un endroit central. Le dernier point ici, je crois que c'est le dernier principe aussi, les performances qui doivent être adaptées. Important. Si on veut qu'un système soit utilisé correctement, ça veut dire que les performances, par exemple les temps de réponse du système, soient adaptés à l'objectif de l'utilisateur. Si je suis dans un contexte de soins, je vois un patient qui est devant moi, je veux encoder quelque chose, je ne veux pas, à chaque fois que j'enregistre quelque chose, attendre 2 minutes parce que la connexion est tellement lente et que faut attendre. Ok, maintenant je peux enregistrer encore autre chose. Avec quelqu'un qu'on a devant soi, on veut avoir des réponses en temps réel. Ce qu'on a aussi avec un dossier papier. Si j'ai écrit, en temps réel, c'est sur le papier. On veut avoir ça aussi dans un système informatique. Et ça ne peut pas tomber en panne. Si on nous dit, oui, il n'y a pas d'électricité, pendant 1h30, vous n'allez pas avoir un système, on va vite virer le système et on va retourner au papier. Par contre, il y a d'autres systèmes où c'est moins important. Je donne l'exemple où on a un système de gestion des inventaires, des équipements biomédicaux, des véhicules, des bâtiments. Si là, je dois attendre un quart d'heure parce que le système n'est pas disponible, le bâtiment, il va pas courir ailleurs, il va pas disparaître, l'équipement, ça va pas être problématique non plus. Donc là, je peux avoir des temps de réponse qui sont peut-être un peu moins fluides. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? De nouveau, il y a des pays qui rêvent, encore une fois, d'avoir un dossier patient central, où on a un gros serveur avec tous les dossiers patients, et peu importe où le patient y va, via Internet, on va se connecter sur ce système et on va avoir les données. Dans la majorité des pays africains, il faut oublier, parce que ces connexions sont tellement faibles, sont pas fiables, certainement pas toujours disponibles, sont trop chères pour pouvoir utiliser ça dans un cadre de soins où on veut avoir des temps de réponse en temps réel. Si on veut le faire pour gérer du personnel, si on veut le faire pour gérer des équipements biomédicaux, on pourrait le faire. Parce que là, si c'est un peu plus lent, ça va pas trop gêner, on n'a pas une file d'attente de 200 personnes devant la porte, c'est gérable. Mais donc, de nouveau, en fonction des besoins, on va devoir dire où est-ce qu'on va optimiser les temps d'accès. Donc, par exemple, pour un dossier patient, typiquement, on va travailler avec des serveurs locaux pour quelque chose, gestion des ressources humaines, etc. On va souvent travailler avec un système centralisé. Ok. On prend... Il est quelle heure? Parce que une fois que je suis en train de parler, j'arrête pas. On prend une pause d'un quart d'heure. Ça va? Et puis on va faire une petite discussion. Et il y a encore pas mal de discussions qui vont suivre. Mais donc ça, c'était l'introduction, disons, théorique, sur base de laquelle on va essayer de développer le reste du cours. Ok, 15 minutes. On peut, pendant le truc ici, arrêter, donc c'est F9.